Alors, c'est quand même une offensive. Il y a eu le discours de Vance. Oui. Berlin. Il y a eu vendredi, manifestement, une sorte de document écrit, donné par Trump sur la civilisation européenne et ses craintes. Et puis, il y a la troisième couche qui a été donnée donc par cette interview à Politico, à une jeune femme, sur un site ou sur un podcast. Sur un podcast. Bon, ça montre quand même, ça montre une volonté de s'immiscer dans les affaires européennes, bien sûr. Ça nous inquiète aussi parce que si il y a changement de population, pense-t-il, Monsieur Trump, ça veut dire que il sous-entend que la France pourrait sortir de l'OTAN un jour. Que les populations européennes ne seraient plus compatibles avec l'Occident américain. Non, moi je crois que là vous êtes en train d'essayer de sonder vraiment une arrière-pensée que moi je ne vois absolument pas. Je pense qu'il a raison de nous alerter sur ce qui est en train de se passer. Et quand vous faites référence à Givens, qu'est-ce qu'il avait dit ? Liberté d'expression en danger. Regardez ce qui se passe avec les labellisations qu'on nous promet. Mais là, il touche du doigt une vérité. C'est pas moi qui le dis. Sur l'OTAN, il a dit que ça mériterait que peut-être mais que s'il y a changement des membres exactement qu'il y a changement. C'est pas une interprétation de votre part. Mais c'est ce qu'a dit Trump. J'interprète pas. Il dit il y a changement de. En fait, ce qu'il nous dit, c'est autre chose. En fait, ce qu'il nous dit, pour être clair, c'est que je vais pas dire qu'il est sur la thèse du grand remplacement. Je fais juste une parenthèse. D'ailleurs, j'observe que la thèse du grand remplacement, qui était portée par la droite vers l'extrême droite il y a encore quelques années, Renaud Camus, on disait c'est un fantasme, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mélenchon. C'est l'autre camp qui la porte et qui la revendique et qui la veut. Et là, vous avez vu, c'est pas une théorie du complot dans ces cas-là. Alors, c'est pas une théorie du complot. Quand c'est Mélenchon qui en parle, c'est pas une théorie du complot. Exactement. Il dit chaque génération est un nouveau peuple. C'est la phrase de Mélenchon. Et c'est très bien aussi. C'est la créolisation, c'est nouveau État. C'est quand même, c'est sidérant. C'est-à-dire, les belles âmes ont expliqué pendant des années que ça n'existait pas, que c'était un fantasme. Et là, elle est portée. C'est une volonté politique, ouais. Voilà, elle est portée, même revendiquée, en disant bah oui, c'est bien, c'est une nouvelle France qui arrive. Trump a évoqué l'OTAN. Oui. Je suis quand même surpris de ça. C'est une interview assez. On voit très bien de quoi il parle, Trump, quand même. On voit très bien de quoi il parle. C'est-à-dire que quand vous êtes à Londres et que vous devez faire des lignes réservées aux Juifs pour qu'ils ne se fassent pas agresser, on voit de quoi il parle. Quand, d'ailleurs, le procès est en ce moment, vous avez une femme qui est en fait sans papier avec une fausse carte d'identité belge, algérienne, qui est ensuite placée sous OQTF, qui se met au service d'une famille juive et qui en fait était en train d'empoisonner cette famille juive et même les enfants qu'elle était censée garder puisqu'elle était nourrice. On voit de quoi il parle, c'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme aujourd'hui en France qui est d'extrême gauche et il y a un antisémitisme qu'on importe dans le pays. Bien sûr. C'est ça, donc on a très bien compris de quoi il parlait, on voit bien les changements de population dans certains endroits où, par exemple, encore une fois, les Juifs doivent partir, à chaque fois c'est les premières victimes. Il n'a pas tout à fait tort, vous reconnaissez. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. On parlait de Bruxelles l'autre jour, c'est pareil. Autre sujet, si vous le voulez bien, c'est le budget d'hier, les Républicains et les Socialistes, même équipe. Alors, ce qui est intéressant, je disais ce matin, je ne sais pas si Gauthier Lebret, qui est journaliste politique, me rejoindra, j'ai dit hier, c'était la reformation de l'UMPS, c'est-à-dire socialiste, macroniste, centriste, républicain, qui se mettent ensemble. C'est la 4e République, ce sont les accords éphémères, c'est les majorités provisoires, c'est ça, la 4e République. C'est le régime des partis. Nous sommes d'accord. Bon. Est-ce que, pour qu'ils se mettent ensemble, parce qu'ils ont tellement peur de retourner devant les électeurs, qu'au fond, vous en arrivez à cette chose folle, vous avez 18 membres LR, vos amis les LR, Georges Fenech, qui ont voté pour ce budget. Pour la suspension de la réforme des retraites. Contrairement aux indications du président du parti, Retailleau, qui avait dit on vote contre. Mais qu'est-ce que vous en pensez, là ? Je pense qu'il y a une panique à bord des LR, là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un énième épisode. Moi, j'ai reçu, je l'ai dit, j'ai reçu par texto des messages de mes militants que j'avais dans ma circonscription qui me disent, cette fois-ci, nous quittons LR. Donc c'est triste. C'est triste, c'est-à-dire que je rappelle que vous n'êtes plus un homme politique aujourd'hui, c'est important de le dire. Oui, je suis aujourd'hui totalement indépendant homme politique, mais vous avez gardé un contact avec ce que vous appelez vos militants. Mais qui étaient des amis, bien sûr. Ils m'ont dit, Georges, désolé, mais on quitte le LR. Mais c'est un épisode de plus. Il y a une députée qui a voté les 2 censures après le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, c'est Alexandra Martin, c'était la députée de David Lisnard, du mouvement Nouvelle Énergie. C'est la seule. Déjà, à ce moment-là, on avait compris le discours de politique générale, c'était cap à gauche pour justement
justement comment vous l'interprétez aboutir à ce qui s'est passé aujourd'hui. Que doit faire Bruno Retailleau? Mais je crois comment je l'interprète. Il devait virer les ministres qui étaient restés, finalement on les vire pas. L'interprétation qui restera déjà auprès des électeurs, c'est LR qui sauve les macronistes. C'est ça, c'est mortel et pour les les macronistes élections. qui sauvent les socialistes. Oui, comment je l'interprète? Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est même pas ça, c'est macroniste. Sauver son siège. Mais alors, s'ils quittent LR, ils vont où? S'ils quittent LR, les militants, je sais pas. Reconquête À mon avis, oui, j'ai une petite idée, oui. À votre avis, ils sont plus enclins à aller ils iront chez au Rassemblement National. Ou au Rassemblement National. Ils attendront peut-être le candidat, puisque... Rassemblement National. Vous avez vu ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, hein. C'est très important. Moi, j'avais dit ici que, d'ailleurs, une partie de Reconquête et du RN, qui n'est pas sur cette ligne-là, mais était un peu tombée dessus sur les réseaux sociaux, j'avais dit que Jordan Bardella était un sarkoziste. Jordan Bardella, qu'est-ce que dit Nicolas Sarkozy, qui lui fait penser au Chirac des grandes années du RPR. Voilà. La ligne Bardella, pour des militants LR, ils verront si elle s'impose, puisque c'est la justice qui décidera. Mais la ligne Bardella, elle est complètement compatible pour les LR. Hein. Pro-business, libéral, et dur sur les questions régaliennes. Exactement. Ligne, effectivement, qui est plus le RPR des années 80 d'ailleurs, que plus tard, il y avait chez Nicolas Sarkozy une volonté de rassembler, c'est ce qu'il a toujours dit, de Bernard Kouchner à Christine Boutin, à sa majorité. L'UMPS, comme vous dites, l'UMP a été créé en 2002 avec Chirac, avant Sarkozy. Oui, j'entends bien, mais pourquoi l'UMP a été créé, vous le savez? Pour une seule raison. Électorale. Oui, mais laquelle? C'est de mettre à la présidentielle le candidat de l'UMP premier au premier tour. C'est aussi simple que ça. Et ça a marché. Et ça a marché. Et pourquoi ça a marché? Ça a été une stratégie payante, c'est-à-dire qu'il y avait avant... Enfin, vous êtes un peu jeune. Il y avait deux familles à droite. Et c'était les droites, effectivement. On avait tous ce bouquin-là quand on était en droit ou lorsqu'on faisait des études politiques. C'était le bouquin de René Raymond, les trois droites. Et vous aviez le RPR et l'UDF, qui étaient les deux grandes familles. Les deux grandes familles de la droite. Les démocrates plus centristes avec l'UDF. Et puis tellement différent. Vous trouvez que c'était tellement différent? Oui, il y avait vraiment des européanistes, on pourrait dire. Et à côté de cela, vous avez ceux qui étaient pour une Europe des nations, les gaullistes. Non, c'était différent même sur les sujets de société. Mais il y avait quand même des passerelles. La preuve, c'est que tous ces gens ont gouverné ensemble. On s'est retrouvés, nous, qui étaient les anciens RPR et tout, on s'est retrouvés sous la présidence du groupe de Jacques Barrot, qui était un centriste. Donc il a fallu quand même s'en accommoder. Mais qu'est-ce qui a fait que Nicolas Sarkozy a gagné en 2007, et c'est le dernier à avoir fait cela à droite? C'est qu'il a fait voter pour lui la bourgeoisie et les classes populaires. Voilà. Et c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen, il n'avait plus de voix. Il a réconcilié bourgeoisie et classe populaire. Ça ne s'est jamais fait ensuite. Marine Le Pen n'a jamais eu le vote bourgeois. Et par exemple, Éric Zemmour n'a jamais eu le vote populaire. Exactement. Donc à chaque fois, ils avaient la moitié de l'électorat. C'est très juste. Donc on va marquer une pause. Le prochain qui gagnera à droite, c'est celui qui fera la réconciliation classe bourgeoise et classe populaire. On va marquer une pause et on a deux sujets qui peuvent nous intéresser. C'est Laurent Tessier qui me le précise. L'affiche de Noël retrouvée sur un point de deal dans la région de PACA. Et puis un sujet qui peut vous consacrer directement, cher Georges Fenech, parce qu'une femme sur 3 est veuve en France après 60 ans. Et elle le reste environ 13 ans. Oui, moi j'y peux rien. Comment? Non, c'est que vous n'y pouvez rien. Vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas responsable. C'était pas le sens de ce que je voulais dire. On pourra prendre quelques instants notre ami Serge Guérin. Mais bon, il ne faut pas. Voilà, c'est vrai que. Vous dites, attends, j'ai pas bien compris combien de femmes sont veuves. Une femme sur 3 est veuve en France après 60 ans. Je pense que ça doit être d'ailleurs après 65 ans. Mais c'est quand même. C'est énorme. C'est énorme. Écoutez, après 60 ans. Vous êtes sûr de ça? Après 60 ans. Ah oui. On a tous dans nos familles. Moi, je vais prendre l'exemple de ma maman et de ses amies. Ce sont des dames qui sont nées entre 35 et 40. Elles sont toutes vivantes aujourd'hui. Souvent, j'en parle à l'antenne. Elles sont de 36, 37, 38, 39. Elles sont toutes en pleine forme. Elles ont toutes passé 85 ans. Et les maris? Ils sont morts. Ils sont morts, mais tous. Il n'y en a pas un qui est vivant. Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils fumaient plus, parfois, parce qu'ils buvaient plus, parfois, parce que ceci, parce que cela. Et effectivement, toutes ces femmes sont vivantes. Ça fait un très long veuvage, parce que l'espérance de vie des femmes, aujourd'hui, je crois que c'est autour de 86, 88 ans. Oui, bien 65 sûr. Ans veuves pendant 20 ans. Mais souvent, j'en ai parlé à l'antenne, mais c'est vrai. Alors, pendant 20 ans, elles profitent après. Alors, c'est pas 20 ans non plus, il ne faut pas exagérer. Il y a pas, alors, les premiers sont morts peut-être il y a 15 ou 20 ans, mais il y a beaucoup d'hommes qui meurent à 80, 81, 82. Heureusement. Qui sont morts les 5 dernières années. Heureusement pour nous. Oui.
17h26. Mais si vous me permettez, je peux pas faire d'enquête sur les veuves, mais elles s'en sortent mieux veuves que les veufs. Parce que moi, je suis frappé de leur curiosité. Elles font des activités, elles vont au cinéma ensemble, elles vont au théâtre ensemble, elles ont besoin de déjeunent ensemble et ça. Vrai, alors que les pauvres bonshommes, quand ils sont tout seuls, ils sont parce perdus. Que nous, on est plus attachés, plus sensibles, on est Parce qu'on n'a pas, surtout, il n'y a aucune curiosité, ils font rien, ils sont dans leur télé à rien faire, alors que les femmes, elles se bougent un peu. 17h27. Bravo, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1 et depuis le début de cette semaine, vous pouvez aussi regarder Europe 1 Télé sur Free Canal 158, SFR Canal 232, Orange Canal 218, Bouygues Canal 239 et aussi sur My